Bonjour à tous, bienvenue sur Actu Matin. Ce matin, on va parler lors de nos débats de cette relation toujours tendue entre le Bénin et le Niger. Un dernier événement en date, les accusations officielles du général Tiani contre le Bénin, le militaire qui dirige Niamey, a trouvé dans l'attaque de l'aéroport la main de Cotonou, d'Abidjan, mais aussi et surtout de Paris. Il les a appelés les sponsors de l'attaque. Et à première réaction, on va analyser un peu les propos de l'homme et les contextualiser, voir à l'aune, je dois dire, des éléments disponibles, quelle est l'objectivité et la véracité de cette accusation-là. Notre invité ce matin, c'est Polycarpe Kakpo. Il est membre du collectif national des promoteurs de Wi-Fi Zone. Vous le savez, le gouvernement a décidé de mettre un peu d'ordre dans le secteur et a appelé justement ceux qui exercent dans le milieu à se conformer à la réglementation en vigueur au Bénin. Mais comment ça se passe, comment ça marche et quelles sont les difficultés dans le processus d'adaptation? Notre invité nous dira deux mots à ce propos. On va parler notamment actualité sportive avec Candide Rongato qui viendra par ici nous dire deux mots au sujet de cet événement majeur, la CAN féminine de mars prochain qui devrait se tenir notamment au Maroc. Il y a un chamboulement prévu à ce sujet, on va en dire deux mots. N'oubliez surtout pas le bulletin d'information avec Florence Bossa et puis la revue de presse qui viendra à la fin pour des détails sur les sujets abordés par les confrères dans leur production de ce matin. Mais en attendant, voici la une des journaux. Bienvenue à tous. On va ouvrir donc ce rendez-vous de tout rapide de l'information à la une des quotidiens par fraternité. Ce matin, contentieux des communales et municipales devant la Cour suprême, basculement possible pour 5 communes. Porte-Nouveau, Alada, Zé, Lokosa, Promisérité en sursis. Paterne Silas Bebodé, coordinateur national de la plateforme ANTC. Les AME sacrifient tout, le reversement nous permettra de vivre, d'Ima, dit l'homme. Et puis, Assemblée nationale, la clôture de la deuxième session ordinaire a été, mettons, chose faite et fin donc de la 9e mandature de l'Assemblée nationale, nous dit Fraternité. Ce matin, meilleure production journalistique sur les droits humains. Pour l'édition 2025, c'est Béjedor Radjiou qui décroche le 3e prix d'Amnesty International. L'éditorial signé Anissé Carlos Oke, erreur de débutant ou compromission. Alors, on va passer maintenant à la priorité 10e législature du Parlement béninois qui a les cheveux du pouvoir et l'homme envisage que le choix soit fait entre 3 prétendants sérieux et à son avis, Bablé Biotchane du bloc républicain, Joseph Diogbenou et Louis Vlavonou de l'Union progressiste, le renouveau. L'autre quotidien, accusation répétée des dirigeants du Niger, le Bénin refuse d'être le bouc émissaire des tourments de son voisin. Le Soleil Bénin Info Bénin. Point dans l'attaque terroriste de l'aéroport du Niger, le général Tiani s'en mêle. Les pinceaux passés à le meilleur. Coopération militaire entre le Bénin et le Nigeria. Fin de mission pour le bataillon nigérien déployé à la base militaire de Togben à la suite de tentatives de coup d'État à Cotonou. Les 4 vérités présidentielles de 2026, la Sénat lance l'accréditation pour les organisations nationales et internationales. Matin libre pour une fin de mandat en apothéose. Talon appelé à faire un geste historique. Quel est le geste? Achetez le journal et informez-vous. Le grand jury climat des affaires, le Bénin au devant des performances dans l'espace UEMOA et ceux de AO, l'informateur recherche d'arguments pour justifier les difficultés au Niger. Le Bénin, bouc émissaire de Tiani. Visa Info, élu député et conseiller municipal, Lucas Topo face à un choix cornélien. Nous sommes avec maintenant à l'indépendant pour continuer marche émergent. Comment le Bénin est devenu une signature incontournable. La boussole, sécurité au Niger, le vrai foyer du chaos est Tati Labéry, pas au Bénin ou en Côte d'Ivoire.
le matin pour continuer Cannes Handball 2026, Coupe du Président. Les Guépards rugissent face à la Zambie et finissent en démonstration. La nouvelle tribune, Assemblée nationale, la nouvelle législature prend fin. Nous sommes avec le quotidien Le Routier, coopération militaire Bénin-Nigeria, fin de mission pour le bataillon nigérien déployé à la base militaire de Togbin. L'événement précis suite à l'attaque de l'aéroport de Niamey, le Bénin rejette les accusations de Tiani et appelle à la retenue. Décryptage info, climat des affaires, le Bénin en tête de performance dans l'espace UEMOA et ce de AO. Le matinal logement social de Guadeloupe, plus de 100 bénéficiaires déjà installés dans les locaux. L'autre quotidien déjà passé. Voici Fraternité pour la deuxième lecture. Contentieux communal devant la Cour suprême. Basculement possible pour 5 hommes. Porte-Nouveau à l'ADA, pour 5 communes, pardon. Porte-Nouveau à l'ADA, Zel, le COSAC, Promisrité sont en sursis. Paterne Silas Bébodé, il est coordinateur national de la plateforme ANTC. Il dit ceci: les armées sacrifient tout, le reversement leur permettra de vivre dignement leur profession. Assemblée nationale, clôture de la deuxième session ordinaire et fin de la 9e législature selon Fraternité. Meilleure production journalistique sur les droits humains pour l'édition 2025. Bergedor Radio a décroché le 3e prix de Amnesty International. L'édito signé Anissé Carlos Oke, erreur de débutant ou compromission. Voilà ce qu'on peut retenir. La une des journaux ce matin à l'intérieur de Fraternité, il y a des articles qui pourraient vous intéresser, notamment pour ce qui est publié à la page 3 et concernant l'actualité électorale. Pour des contentieux au niveau donc de cette élection-là devant la Cour suprême, il est possible que les choses puissent changer. La configuration actuelle des résultats, 5 communes peuvent être en tout cas concernées. Fraternité est allée citer notamment le cas de la capitale du Bénin, à Porte-Nouveau. Alada aussi est concerné. Il y a Zé aussi qui pourrait être touché. Le COSAC, Promisrité sont aussi dans la même dynamique à peu près. En tout cas, tout est incertain. Là-bas, selon donc Ange Pauline Touama, qui a jeté un coup d'œil sur les différents recours déposés donc au niveau de la Cour suprême concernant justement le déroulement des élections dans ces 5 communes-là. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Sur le fond, un premier dénouement est déjà intervenu, notamment à l'ADA par exemple, où le contentieux a été vidé au profit de l'UPR, qui reprend ainsi la commune. 4 autres communes restent en circuit dans l'attente des décisions finales annoncées pour les prochains jours. L'enjeu est donc de taille. Si l'UPR venait à obtenir le gain de cause dans l'ensemble des recours déposé, le parti porterait à 44 le nombre de communes sous sa gouvernance, son contrôle, contre 33 pour le bloc républicain. Une ici qui consacrerait le retour à l'hégémonie du parti au logo de Baobab surplombé par un arc-en-ciel. Autre élément qui pourrait vous intéresser dans la production de Fraternité ce matin, c'est l'actualité notamment sur le continent, avec un point de mire à la Centrafrique, le Mali, et puis la RD Congo, toujours mettons en difficulté avec son voisin de l'Est, la République du Rwanda. Vous le savez, les deux pays ont des difficultés à s'entendre malgré les multiples médiations. La dernière en date, c'est ce protocole signé notamment à Washington sous le regard du patron de la Maison Blanche. Visiblement, ce n'est pas le bon bout pour obtenir l'accalmie dans l'ouest, dans l'est du Congo. À cette fraternité, vous avez d'autres détails qui pourraient vous intéresser. Si la crise entre la RDC et le Rwanda est un sujet qui vous intéresse. Allez, voici, on va parler maintenant du bulletin d'information avec Florence. Bonsoir Florence, bonjour. Bonjour à vous Tanguy, bonjour à tous. On va parler de cette actualité de renforcement de la coopération avec l'Organisation internationale de la francophonie. La présidente en exercice de la conférence des grandes chancelleries francophones, Mariam Tchabitala Zimé-Yirima, a échangé avec la représentation diplomatique béninoise en France sur les réformes intervenues au sein des zones nationaux au Bénin. Elle a dû leur donner quelques éclaircissements. Et puis, cérémonie de présentation de vœux de nouvel an, les premiers attributeurs de la nouvelle cité de Ouaïdou
ont été honorés. Nous sommes là à Boumé-Calavi, organisé par la Société immobilière et d'aménagement urbain SIMO. L'objectif est de montrer à ceux qui ne le savent pas encore que les logements sociaux sont disponibles et déjà accessibles aux populations, à votre bourse, à votre poche, si vous avez bien envie d'avoir un logement là-bas tout neuf. Voici le bulletin. La présidente en exercice de la conférence des grandes chancelleries de l'espace francophone, Mariam Chabi Talata Zimeyirima, a eu une séance. C'était à l'ambassade du Bénin à Paris avec Caroline Saint-Hilaire, administratrice de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et Hervé Barakan, directeur de cabinet de la secrétaire générale de la francophonie. Oui, Tanguy, cette rencontre a pour objectif d'examiner les modalités de coopération possibles entre la Conférence internationale des grandes chancelleries francophones et l'OIF. Suivant les propos de Mariam Chabi Talata et ceux du directeur du cabinet de la secrétaire générale de la francophonie lors de cette rencontre. Au moment où je prenais les rênes de la conférence, il m'a été demandé de prendre contact avec les responsables de l'OIF pour voir avec vous les modalités d'une collaboration. D'autant plus que ce qui nous réunit, nous aussi, c'est le français. Conférence internationale des grandes chancelleries francophones. Nous connaissons votre institution de loin et nous nous rendons compte que sur plusieurs domaines ou plans, vous travaillez avec des structures. Vous avez, par exemple, des juristes francophones, des parlementaires francophones, et nous nous sommes dit, pourquoi pas des grands chanceliers francophones. On a regardé le dossier, puis on est très sensible aussi à l'existence de ce regroupement des grandes chancelleries francophones. Ce n'est pas une organisation, un rassemblement qui est jeune, qui est quand même depuis 2003, donc il y a quand même aussi pas mal de travail qui a été fait. Évidemment, assez représentatif parce que vous êtes dans 17 pays de l'espace francophone, avec des valeurs, c'est vrai, qui sont aussi proches des nôtres, et on est évidemment très sensible à la dimension d'excellence, de reconnaissance, de mémoire, de distinction, dans un monde où on va de plus en plus vers de l'immédiateté. Si on peut vous aider par des mises en relation diverses et variées, c'est aussi ce à quoi sert cette organisation, d'être cette plateforme sur les 5 continents. Séance de revue du plan de travail annuel au ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines. Les performances enregistrées au titre de l'année 2025 sont dans l'ensemble satisfaisantes. Le ministre en charge du secteur, José Didier Tonato, a félicité ses collaborateurs. On note une performance globale de 116% du plan de travail annuel, nous dit le patron de ce département ministériel au micro de Teddy Goudal Moufitsago. La mise en œuvre du PAG a permis d'enregistrer des améliorations profondes, significatives des conditions de vie des populations sur toute l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, le Bénin dispose d'une capacité propre de production de l'énergie électrique alors de 170 MW sur un besoin de 312. Environ 5 personnes sur 10 ont accès à l'énergie électrique, contre 3 personnes en 2016. 8 personnes sur 10 ont accès à l'eau potable, contre 4 personnes en 2016. Le taux de couverture en eau potable en milieu rural est passé de 42% en 2016 à 80% en 2024. Le taux de desserte en eau potable en milieu urbain est passé de 53% en 2016 à 75% en 2024. Alors, quel bilan pouvons-nous faire s'agissant de la tranche annuelle 2025? Globalement, nos efforts communs et conjugués ont permis d'obtenir les résultats suivants au 31 décembre 2025. Sur la base des engagements, nous avons enregistré une performance globale de 76% du PTA, une prévision de 100% à fin décembre 2025. S'agissant
des ordonnancements. Nos efforts ont permis d'enregistrer une performance globale de 74% pour une cible également de 100%, contre une performance de 60,68% en 2024 à la même période, soit une performance en progression de 21,95%. De travail de 2 jours au Bénin, la présidente directrice générale de Plan International a rencontré la semaine dernière les professionnels des médias. Une sortie médiatique pour faire le point de sa visite, occasion pour elle de féliciter le gouvernement béninois pour les programmes en faveur des couches défavorisées. Ulrich Gab. Face à la presse, Rena Guelani, la présidente et directrice générale du Plan International, rappelle les objectifs et les missions prioritaires de son institution. Il s'agit de bâtir un monde plus juste où les droits des enfants et l'égalité pour les filles ne sont plus des options, mais plutôt des réalités tangibles. Ce sur quoi nous nous concentrons, c'est surtout l'éducation et la santé, les droits des filles. Nous nous concentrons également sur la croissance économique en termes d'opportunités de travail pour les jeunes et les filles. Tout en relevant la convergence avec le gouvernement béninois, la première responsable de Plan International salue la dynamique locale forte. Pour elle, les réformes et actions concrètes menées par l'exécutif entrent en droite ligne de la vision de Plan International. Quand nous avons rencontré le ministre des Affaires étrangères, il a parlé de l'initiative du président qui concerne les 1000 premiers jours de l'existence du bébé, pendant lesquels il est nécessaire de lui apporter les nutriments qui sont nécessaires pour qu'il puisse s'épanouir et évoluer bien à l'école. Je pense que ça, c'est des initiatives qui permettent aux générations futures d'avancer. Nous avons discuté également des programmes de cantines scolaires. Au cours de cette conférence de presse, un hommage particulier est rendu aux médias. Bien plus qu'un relais d'information, la presse est pour elle un partenaire essentiel capable d'amplifier l'impact des projets et sensibiliser la communauté aux changements sociaux nécessaires. La présidente directrice générale repart avec un sentiment de satisfaction, mais elle exhorte les acteurs à tous les niveaux à maintenir le cap pour des impacts encore plus probants sur la vie des communautés vulnérables. Les premiers attributaires de la nouvelle cité de Wedo ont été honorés le samedi dernier. Le directeur de la société immobilière et d'aménagement urbain Simo a organisé en leur faveur une cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An. Objectif, montrer à ceux qui ne le savent pas encore que les logements sociaux sont disponibles et déjà accessibles aux populations. Virgile Arodéon et Jocelyn Barrica. Jouer au baby-foot, faire du toboggan ou des jeux de voiture sur du gazon entre tout doucement dans les habitudes de ces enfants installés depuis quelque temps dans leur nouvelle maison. Leurs parents sont les tout premiers bénéficiaires à intégrer la nouvelle cité de Wedo. Et c'est pour eux que la société immobilière d'aménagement urbain SIMO organise cette soirée spéciale de présentation des vœux du Nouvel An. La CIMO a voulu organiser cette cérémonie de présentation de vœux pour montrer à toute la population béninoise tout le travail que le président Patrice Talon a eu à faire et comment ce président pense au bien-être des Béninois. Je suis heureux de vous dire que désormais Wedo vit. Nous avons le cadre de vie rêvé qui est réalisé effectivement et mis à disposition des bénéficiaires. Wedo vit parce qu'en première phase de commercialisation, nous avons enregistré près de 8000 demandes. Et nous avons, par rapport à la première tranche de 1100 logements disponibles, procédé à des attributions. Et depuis décembre 2025, nous avons une centaine d'attributaires qui ont aménagé ici à Wedo. Ces premiers occupants de la nouvelle cité de Wedo sont donc honorés et le gouvernement entend tout mettre en œuvre pour qu'ils se sentent davantage mieux ici. Le gouvernement, très prévoyant, a lancé il y a quelques mois la construction de 36 salles de classe dans le CGE La Verdure à côté. Mais il a pensé également à tout ce qui peut
leur être nécessaire, utile pour leur meilleur cadre de vie. Par ailleurs, la nouvelle cité administrative d'Akhosso-Beta sera bientôt mise en service au profit des agents de l'État qui n'auront plus besoin d'aller à Cotonou pour travailler. Je vous invite à suivre maintenant ce que propose concrètement cette nouvelle cité de Wedo en termes d'appartements, les conditions d'accès et les modalités de paiement avec Achille Oussou, le directeur général de la CIMO, au micro de Virgile Arodéon et Jocelyn Barriga. Ici, à Wedo, désormais, nous avons les logements sociaux qui sont des 3 chambres, un salon sur à peu près 126 mètres carrés qui sont rendus disponibles aux fonctionnaires à moins de 100 000 francs CFA. Nous avons suffisamment d'appartements également disponibles en location à cession à partir de 175 000 francs. Et désormais, nous sommes autorisés à vendre les logements à tout demandeur, qu'il soit béninois, qu'il soit de la diaspora, qu'il soit résident ou qu'il soit non béninois. Parce que les logements sont réalisés, les appartements sont disponibles à la location à cession sur 20 ans pour compter de 175 000 francs CFA. Mieux, désormais, ceux qui ne veulent pas acquérir et qui veulent bénéficier de ce cadre peuvent venir en location simple à 125 000 francs CFA, un appartement de type F4 ici. Donc je voudrais profiter de l'occasion pour ceux qui, voyant les images réelles de cette cité, pensent que ce sont des perspectives, leur montrer que c'est déjà réalisé et des résidents y vivent. Nous avons désormais l'électricité dans tous les appartements. Nous avons l'éclairage public. Nous avons un château d'eau qui est spécifiquement réalisé pour Wedo. Que l'on soit au 3e ou 2e étage, on a de l'eau qui coule de robinet à bon flot. Et donc, c'est une opportunité pour les primo-accédants, ceux qui n'avaient pas de logement comme ceux qui en ont, de réaliser leur rêve d'accession au logement décent, au logement moderne, au logement à coût vraiment réduit. Subventionné par le gouvernement du Bénin, il n'y a pas de pareil. Eh bien, Tanguy, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci d'être passé par ici. La nation vous en sait gré pour le service de ce matin. Bonne journée. Bonne journée. Mesdames et messieurs, voici l'actualité des sports. On va parler de football chez les hommes, chez les femmes aussi. On va parler de handball. En tout cas, le menu est diversifié ce matin. Candide, bonjour. On va ouvrir la semaine sportive par les résultats du week-end. La 16e journée de la Ligue 1 béninoise a pris fin. C'était ce dimanche. Un week-end assez mouvementé sur les différents stades de football ce week-end, avec beaucoup de rebondissements. Le leader est tombé ici à Cotonou, notamment au stade Général Mathieu de Cotonou. Les géants du Septentrion a été contraint au partage de points. Pendant ce temps, plus rien ne va pour le club d'Aplar et le club champion en titre du Bénin, Dadje Football Club, qui a encore concédé une nouvelle défaite ce week-end. Le géant du Septentrion, je vous le disais, les Buffles du Borgou ont été contraints au partage de points, but partout par leurs homologues de Banigansé. Même score pour la victoire, pour donc le match qui a opposé Banigansé d'Amissa à l'équipe de l'ASFO. USS Kake s'est imposé par un score de 2-0 à l'équipe d'Anima Football Club. 3-1 pour la victoire des Dragons de l'OME devant les Cavaliers de Niki. Dadje FC s'est incliné lors de son déplacement sur le terrain de la jeunesse sportive de Pobès sur un score de 3-0. 1-0 pour la victoire de l'AS Cotonou. Même score pour celle de Coton, respectivement devant l'AS Soubemap et Dynamo FC d'Abomey. Audio FC de Comé a partagé le point d'un score nul partout avec l'équipe d'Espoir FC de Savalou, et puis victoire 2-0 pour Aspac Football Club devant l'équipe de l'Autopopo. Après ces différentes confrontations, le classement lui reste dominé par l'AS Soubemap. Même après son nul du week-end écoulé, l'AS Soubemap reste leader au classement avec 34 points comme un différentiel de plus 12. 32 points compteurs pour les Buffles du Borgou qui logent à la 2e place au classement. Pendant ce temps, Coton en Football Club ne lâche pas la 3e place avec désormais 31 points compteurs en gros différentiel
de plus 9. Au bas du classement, AIMA FC est 16e, US Cavalier avant-dernier au classement avec 12 points, un goal différentiel de moins 8 pendant ce temps. Dadi FC, club champion en titre, et là, garde la lanterne rouge avec 10 points compteur, un goal différentiel de moins 16. Au niveau de la Ligue 2, pour ainsi parler de l'antichambre de l'élite du football national, on a assisté à la 14e journée ce week-end pour un total de 9 rencontres disputées. Victoire 3-0 à domicile pour Abeille Football Club devant l'équipe des Requins de l'Atlantique. Pendant ce temps, score nul et vierge entre Elite Sport et Énergie Football Club. Real Sport du Parakou s'est imposé lors de son déplacement sur les installations d'Aziza Football Club. Score nul et vierge entre Boa Adidja, entre Dynamo de Parakou Panthère et puis entre Sitatunga. L'équipe de l'AS Police Diefa Football Club s'est imposé un score de 2-1, renouant ainsi avec la victoire après de nombreux revers. Diefa qui s'est imposé ce week-end à l'équipe de Beke Football Club, et puis victoire au bout 3-2 pour l'équipe de la jeunesse athlétique de Ketou devant Dynamique FC de Djougou. Pendant ce temps, l'AS Tarkounet a battu par 2-1 l'équipe d'Avrancourt Omnisport. Le classement, lui, est dominé par Beke Football Club avec désormais 28 points au compteur, un goal différentiel de plus 11, 25 plus 7 pour l'équipe de Diefa qui monte à la deuxième place au classement. Sitatunga de son côté descend la troisième position avec 25 points au compteur, un goal différentiel de plus 3. Au bas du tableau, Requin FC est avant-dernier avec 9 points au compteur, un goal différentiel de moins 11 Tanguy. Et puis la dernière place est pour Dynamique FC de Djougou avec 4 points au compteur, un goal différentiel de moins 19. J'ai remarqué que le champion du Bénin la saison dernière a beaucoup de difficultés. Et très grande difficulté. Comment on peut s'expliquer cela? Dadier Football Club qui est confronté à plusieurs situations. Il faut dire qu'en début de saison, on a vu cette situation où la société sportive qui accompagnait l'équipe s'est un peu désisté et allé un peu en retrait, ce qui a fait que beaucoup de choses se sont passées, notamment où on demande à l'entraîneur qui a amené l'équipe vers le sacre de démissionner. Aussi quelques joueurs qui ont quand même permis à l'équipe d'aller vers le sac, de déposer la démission, ce qui a été fait. On a vu Yaya Kone, l'entraîneur principal qui a posé sa démission, tout comme des joueurs phares de l'équipe qui ont déposé la démission, ce qui a quand même eu un effet immédiat sur l'équipe, notamment sur les sorties qui ont suivi. Au-delà de ça, beaucoup de joueurs ont aussi désisté, ce qui fait que pour les sorties qui ont suivi ces différentes vagues de démission, on a vu l'équipe de Dadier qui s'est présentée sur des matchs avec parfois un effectif de 10 joueurs. Normalement au moins 16 joueurs qui peuvent aller pour disputer un match du championnat, mais Dadier Football Club s'est présenté face à des équipes, notamment je prends le cas de Audio FC où l'équipe de Dadier est allée à Como pour défier cette équipe de Audio FC. L'équipe est allée avec 10 joueurs et a joué en infériorité numérique. L'arbitre de la partie à un moment donné était obligé de stopper la rencontre puisque là ça n'allait pas du tout. Et pour les rencontres qui ont suivi, presque la même situation, soit l'équipe vient avec un effectif plus ou moins réduit ou l'équipe y va avec des joueurs qui évoluent pratiquement dans l'équipe réserve, ce qui met l'équipe de Dadier Football Club dans une situation où aucune voix officielle ne sort pour situer les responsabilités, dit voilà, il y a telle situation, et voilà, de telle manière qu'on pourrait la résoudre. Ce qui peine justement, c'est justement cette situation dans laquelle se trouve l'équipe championne en titre qui a quand même disputé le tour. C'est une dégringolade de la Ligue africaine des champions. C'est pas non plus une belle image, en tout cas pour le football béninois, et surtout pour le Bénin, quand on sait que le club a représenté quand même le Bénin sur la scène continentale, et quand même que c'est un club suffisamment respectable. Il faut peut-être lancer un SOS, sauver Dadier FC de la noyade et de l'apocalypse. En tout cas, on espère que les voix les plus autorisées, les mains les plus expertes pourront y intervenir pour que les Dadiers retrouvent un peu de
de sourire. On espère justement, surtout à voir un peu ce que l'équipe a fait sur les 2 dernières saisons. La saison 2023-2024. Surtout la toute dernière où elle a été championne, elle s'est battue sérieusement jusqu'à la dernière journée pour décrocher le sacre. Et bien avant cette saison, la saison qui a précédé celle dernière, on a vu une équipe de Dadi FC qui était déterminée à tout rafler pratiquement. Tout à fait. Et a terminé sa saison en tant qu'équipe vice-championne. La saison qui a suivi, ça a été justement la cerise sur le gâteau où ils ont maintenant mis tous les signaux au vert et voilà ce qui arrive après donc ce sacre pour le club d'Arcola. C'est bien dommage. Allez, on va passer maintenant aux dames. Chez les femmes qui jouent au football, on a assisté ce week-end à la 5e journée de la première division. 4 matchs sur 5 ont été joués ce week-end dans le cadre de la 5e journée du championnat national de football féminin de première division. Des matchs qui entrent dans le cadre d'une journée en retard du championnat national de football féminin de première division. Pour ces 4 matchs, Ainovi Football Club a partagé le point d'un score nul d'un but partout avec Nadia Football Club. Dynamique FC d'Aboma Calavi qui poursuit avec sa série de visibilité depuis le début de la saison. 0 match perdu pour le club d'Aboma Calavi en déplacement ce week-end au stade Omnisport de Ouida. Dynamique FC s'est imposé sur la plus petite des marques devant l'équipe d'Espoir FC de Cotonou. C'est fausse à domicile a régné devant les promus de l'Est Cotonou au bout d'un score de 2 buts à 1. Et puis à Saba Football Academy s'est imposé par un score de 1 but à 0 à l'équipe de Tambou FC d'Adjara au stade Omnisport d'Avrancourt. Après ces rencontres, Dynamique qui garde le lead au classement avec 19 points au compteur, au différentiel de plus 10, 13 points au compteur, plus 5 pour les équipes de Tambou FC d'Adjara et les Cotonou qui viennent respectivement en 2e et 3e position au classement. Et au bas du classement, Nadia Football Club est 8e avec 5 points en gros différentiel de moins 7. Samdeli avant-dernier au classement avec 4 points au compteur, en gros différentiel de moins 3. Et puis c'est Fausse qui garde la lanterne rouge avec 4 points au compteur, en gros différentiel de moins 8. Restons avec les dames pour évoquer la préparation de la sélection féminine junior du Bénin en prélude au 3e et avant-dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U20 Pologne 2026. Après environ 2 semaines de préparation à Cotonou, la bande à Abdoulaye Ouattara a rejoint le Maroc pour une période d'acclimatation avant donc la double confrontation avec l'équipe féminine de l'Égypte comptant pour le 3e et avant-dernier tour des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde des moins de 20 ans. Ayant rejoint Casablanca depuis quelques jours, l'équipe béninoise enchaîne avec les séances d'entraînement en terre marocaine, marquées d'exercices spécifiques et surtout tactiques. Tout se passe sous la houlette du duo technique Abdullah Ouzerou Adikatou Adam en vue de mieux préparer l'équipe pour donc au cours d'un dernier stage offert par le ministère des Sports pour permettre aux Amazones U20 de se préparer pour le défi égyptien. On rappelle rapidement les joueurs convoqués pour cette étape qualificative, 24 au total, dont 5 en or pour la toute première fois une sélection en équipe nationale. Pendant ce temps, Fidel Toudonou revient dans l'effectif et forfait de Deogracias Ebi, faute de blessure. Sur la liste, 3 gardiens de but convoqués, Larissa Saïzonou de l'AS UMSA, Nadiat Salifou et Ziadat Ogoudari. En défense, Laura Bikou, Maousi Mkwe, Vinela Tsadikou, Mistourat, Seydou Estelle Vidin Kwede, Jocelyn Tetri et Amdiat Alassane. En milieu de terrain, Joël Padonou, Hermel Lokoso, Preska Nkour, Roukia Tuyofo, Yasmina Tidibril, Fidel Toudonou et Angela Guadessi. Et puis en attaque, on a Rakibatou Sabi, Manen Germaine Renfort, Batoulaye, Abdoulaye Bernice Tété et Ismat Maman Kouta. Après quelques jours au royaume chérifien, Romain Gandono et ses coéquipiers vont rejoindre le quai mercredi prochain pour donc la manche allée de cette double confrontation avec l'équipe U20 de l'Égypte féminine, comme temps pour l'avant-dernier tour des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde des moins de 20 ans, celle qui va se tenir en Pologne. Et justement, parlant de football féminin, la CAN de la catégorie qui devrait se dérouler notamment en mars prochain, c'est ça, hein? Oui. Au Maroc.
à quelques soucis. Le royaume chérifien qui se désiste à printemps, c'est certainement l'Afrique du Sud qui va prendre le relais. En tout cas, on verra bien ce que ça va donner. On a vu l'annonce hier de la Fédération sud-africaine de football qui a annoncé qu'elle va accueillir la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui devrait normalement se tenir au royaume chérifien. On sent que le torchon est en train de brûler entre la Confédération africaine de football et la Fédération royale marocaine. Après donc les sanctions qui sont tombées en fin de semaine écoulée suite aux événements de la finale entre le Sénégal et le Maroc où la CAF est en train de vouloir faire saigner les caisses, on va le dire comme ça, hein. Mais on pourrait s'attendre à cette situation, surtout que la Fédération royale marocaine avait déposé des recours pour quand même que le trophée soit retiré au Sénégal, ce qui n'a pas été fait plutôt. Ça va être trop facile ça, donc, de prendre un trophée dans ces circonstances. L'intégrité de la compétition serait justement aurait pris. Même là maintenant avec notamment ces sanctions, on a bien l'impression que la CAF n'a pas eu beaucoup d'autorité, hein, en tout cas sur les événements. Et puis elle s'en est sortie à bon compte. Je dirais même qu'elle a prié pour avoir ces incidents-là parce que ça lui permet en tout cas de rafler quelques millions ça et là, des fédérations, des joueurs, etc. Bon, de toute façon, on prie bien pour la bonne image du football africain. On espère que tout va rentrer dans l'ordre et surtout que l'Afrique du Sud va nous offrir une très belle fête de football féminin. Allez, on va parler de sport demain maintenant. On va s'intéresser justement au handball. La Coupe d'Afrique des Nations Seniors Hommes 2026 a connu son épilogue et là on est à ce week-end. La 27e édition précisément de la CAN Senior Hommes de handball qui a livré son verdict samedi. Du 21 au 31 janvier 2026, les 16 meilleures nations du continent ont livré une rude course vers le Graal de cette édition du tournoi et au thème de la compétition, c'est l'Égypte, comme vous le voyez à l'image, qui s'en sort vainqueur avec une victoire en finale sur un score de 37-24 face à l'équipe de la Tunisie. Après donc une ultime rencontre de la compétition, âprement disputée entre deux nations qui étaient si proches du Graal, mais c'est l'Égypte qui le touche. Outre le sacre de l'Égypte, le public sportif béninois retient aussi la participation des Guépards à ce tournoi, une nouvelle apparition de l'équipe nationale sur la scène continentale depuis sa première participation en 1996 ici à Cotonou. Et pour ce retour du Bénin à la CAN 30 ans après, la sélection nationale du Bénin a fini sa compétition par une victoire en fin de semaine écoulée, opposée à leurs homologues de la Zambie. Pour le tout dernier match, les Guépards se sont imposés par un score de 42-25. Il s'agit de leur dernière sortie dans la compétition au niveau de la Coupe du Président, réservée aux équipes et aux pays notamment qui n'ont pu disputer les phases à élimination directe au thème de la phase des groupes. On écoute ici quelques joueurs béninois sur cette performance en toute fin de compétition. Sentiment de joie, toute l'équipe est vraiment très heureux. Fini avec une telle performance, ça nous donne beaucoup le moral parce qu'on avait mal commencé. Mais là, on est vraiment en joie. Ah oui, là après 2 semaines de compétition, on est monté en puissance petit à petit. Et on s'est dit, la dernière fois match nul, et hier victoire. On est obligé de finir par une victoire pour récupérer cette 13e place et finir cette montée en puissance. Je pense que sur le match de ce midi-là, on a vu que l'équipe elle était vraiment montée en puissance tout au long de la compétition. Ça fait toujours plaisir, d'autant que les enfants ils me l'avaient demandé avant que je parte. Donc je pense que là, ils vont être très contents. C'est le travail de tout un collectif parce que sans les coéquipiers, j'aurais jamais eu ça. Et je tiens particulièrement à remercier le coach qui m'a fait confiance, qui m'a appelé au dernier moment, qui m'a donné ma chance et qui fait qu'aujourd'hui je suis là devant vous avec ce trophée. Donc merci beaucoup à lui. Remercions le coach Bazim Pinto, Charlie Sossou, tout comme les 4 autres binationaux qui ont rejoint l'effectif, l'équipe nationale du Bénin pour défendre les couleurs du Bénin à cette grande fête de handball continental. Il faut dire que les 5 binationaux ont activement pris part à la compétition, tout comme les joueurs locaux convoqués pour cette échéance. Et parlant de sélectionneurs, je vous propose d'écouter Bazim Pinto sur cette fin de compétition des Guépards du Bénin. La raison, c'est qu'on multiplie les matchs, on multiplie les relations entre nous, on s'entraîne, même fatigué, on s'entraîne.
Et comme on dit, le travail paye. Maintenant, on va se pencher rapidement sur les Jeux africains. Pour préparer un peu mieux les Jeux africains qu'on a pu les préparer en 2024. Et on va préparer après la CAN 2028 en la préparant un peu mieux que celle qu'on a préparée en 2026. Les perspectives, c'est que dans 2 ans, en 2028, il faut passer au tour principal. En fait, il y a des projections sur l'avenir et à l'heure du bilan, revenons un peu en arrière, le Bénin aura disputé au total 7 matchs, disons cette 27e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Senior Hommes de handball pour 2 victoires, 1 nul et 4 défaites, dont 3 en phase de groupe. Que ce fut difficile pour les Guépards qui ont fait face à une concurrence de tête tout au long de la compétition pour quand même sortir la tête haute avec beaucoup d'enseignements. On retrouve Basile Pinto. Pour finir, le tennisman espagnol Carlos Alcaraz qui a remporté pour la première fois l'Open d'Australie et entre dans l'histoire et en devenant à 22 ans le plus jeune joueur à remporter le Grand Chelem en carrière. Face au Serbe Novak Djokovic, il lui a fallu 4-7 pour s'imposer comme le roi devant une autre légende expérimentée mais frappée par le poids de l'âge, 2-6, 6-2, 6-3 et 7-5. Pour ceux qui ne le savent pas, lorsque Novak Djokovic, son adversaire en finale, a remporté son premier Open d'Australie, Carlos Alcaraz avait 4 ans, mais aujourd'hui, le jeune, 4 ans, il a regardé son adversaire en finale disputer beaucoup de tournois, beaucoup de finales justement dans son jeune âge, mais aujourd'hui, en finale, il n'a pas regardé l'expérience qui était en face, il a joué sa chance à fond et devient le jeune espagnol qui bat Novak Djokovic pour soulever le trophée. À 22 ans, le numéro 1 mondial est devenu le plus jeune joueur de l'ère Open à avoir atteint la finale des 4 tournois du Grand Chelem. Il est le 12e joueur dans l'ère Open à s'être hissé en finale de tous les majeurs. Statistiques monumentales qui a gagné 15 des 16 matchs en 5-7 qu'il a disputé. Le seul qu'il a perdu était contre Matteo Berrettini à l'Open d'Australie 2022 face à Alexander Zverev. Carlitos a remporté la demi-finale la plus longue de l'histoire de l'Open d'Australie en 5 h 27 minutes. Il totalise désormais 7 titres du Grand Chelem en 8 finales, un Open d'Australie, 2 Roland Garros et 2 Wimbledon, sans oublier ces 2 US Open. Allez Tanguy, on va se retrouver à 21h. Moi je serai derrière et vous serez devant vos écrans pour suivre le grand rendez-vous de l'actualité hebdomadaire sur Canal 3 à Bénin. On reviendra sur le bilan complet du retour du Bénin sur la scène africaine au niveau de la discipline du handball, où le Bénin a terminé sa compétition à la 13e place sur 16 équipes qui ont pris part à la compétition. Le bilan complet de la compétition sera fait justement de la participation des Guépards, sera fait avec en direct depuis la France le sélectionneur Basile Pinto qui va évoquer avec nous le bilan de la participation des Guépards à cette compétition. Au-delà de ça, un regard croisé sera fait sur les différentes sanctions du jury disciplinaire de la Confédération africaine de football sur les événements de la finale Sénégal-Maroc du 18 janvier 2026. Au-delà de ça, on va parler de la période d'acclimatation des Amazones U20 du Bénin en prélude au 3e et avant-dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans. En tout cas, beaucoup de choses au menu ce soir. Prenez le rendez-vous, c'est à partir de 21h. On est bien calé. On va se voir quant à nous demain pour un autre service matinal de l'information sportive sur Actu Matin et sur Canal 3 Bénin. Moi, je vous attendrai par ici demain dans les cours de 7h30. Allez, prenez soin de vous. Comme dit, des très bonnes journées. Et à demain. À demain. Mesdames et messieurs, voici mon invité. On connaît son visage ailleurs, mais ici, il va porter une autre casquette. Polycarpe Carpo, membre du collectif national des promoteurs de Wi-Fi Zone. Monsieur Carpo, bonjour. Bonjour, monsieur Tanguy. Bienvenue sur Actu Matin. Vous êtes là pour que nous évoquions un peu ce sujet-là de l'actualité liée à votre domaine d'activité, la concession de l'Internet
à petit coût aux populations. Merci d'être venu sur mon plateau ce matin. C'est quoi Wi-Fi Zone pour ceux qui ne connaissent pas et comment est-ce que cela fonctionne? Le Wi-Fi Zone, c'est la nouvelle version de ce que nous appelions cybercafé. Ok. Mais en version plus numérique, c'est-à-dire le Wi-Fi Zone permet aujourd'hui de distribuer de l'Internet dans les téléphones de nos clients dans une zone précise. Dans un rayon donné. Voilà. Donc, moi, en tant que promoteur, je peux vous vendre du Wi-Fi que vous pouvez utiliser sur le mois, sur l'année, mais dans votre téléphone, sans être obligé de vous déplacer vers moi pour venir vous installer dans mon espace cybernétique, oui. Devant un ordinateur. Et donc, ça a commencé à s'installer un peu partout sur le territoire national. Oui, bien sûr, un peu partout sur le territoire. Les autorités qui vous demandent de vous conformer en tout cas aux tests et aux réglementations du Bénin, là-dessus, il y a deux options. Quelles sont les options et pourquoi est-ce que justement les membres de votre domaine d'activité ne se conforment pas? Déjà, nous pensons que la décision des autorités de l'ACEP, c'est une très bonne décision. Parce que cette décision vient conscientiser nous qui sommes les promoteurs de Wi-Fi Zone. Ça nous permet aujourd'hui de régulariser la corporation. Parce que tout le monde est installé, oui, tout le monde est à l'emporte-pièce de façon anarchique. Voilà. Ça nous permet de nous mettre en règle vis-à-vis des tests. Et en même temps, ça permet d'organiser la corporation, de savoir qui sont vraiment les promoteurs de Wi-Fi Zone. Vous avez demandé quelles sont aujourd'hui les options qui s'offrent à vous. La toute première, qui est la plus facile pour nous, je vais dire en griffe, nous qui n'avons pas assez de moyens, c'est le cybercafé. Okay. L'option cybercafé qui aujourd'hui est une réalité légèrement dépassée parce qu'on ne peut plus être dans le vase clos d'hier, par exemple. Voilà. Cette option-là, l'ACEP nous permet aujourd'hui ça nous facilite un peu plus la tâche. Et à part cette option, il y a l'option du pourvoyeur de connexion Internet. Voilà. Oui. Que nous ne sommes pas encore. Donc, le plus facile pour nous, c'est d'être d'abord cybercafé. Et pourquoi ça vous dérange un peu? Qu'est-ce qui nous dérange déjà? Oui, l'option cybercafé, par exemple, ça aurait été plus simple et plus facile pour tout le monde. Bien sûr, c'est cette option-là que nous conseillons à nos collègues. Voilà. Et ça a commencé déjà, en tout cas, à y aller. Le délai proposé par les autorités en charge de la gestion de l'Internet au Bénin, c'est passé, depuis samedi, c'est bien cela? Bien sûr. Alors, quel est l'état des lieux sur le terrain? Aujourd'hui, nous avons constaté au sein de notre collectif que la plupart des collègues qui sont un peu partout sur le territoire national ne sont pas informés de ce qu'il y a un délai pour se conformer à la loi. Et c'est justement pour ça que nous, au sein du collectif, nous avons décidé d'aller vers les collègues, les sensibiliser, les former, leur montrer en quoi cette régularisation est importante pour le secteur dans lequel nous sommes. Et le constat... Le délai étant passé, on constate aujourd'hui que... il y a encore beaucoup de personnes qui ne sont pas... Qui sont à la traîne. Voilà. Qui sont à la traîne. Et justement, à ce propos, votre collectif est né. J'ai bien l'impression que c'est quand la décision est sortie que le collectif est né. Bien sûr. Alors, c'est quoi l'objectif? L'objectif du collectif, c'est d'abord nous mettre ensemble. Nous mettre ensemble pour nous informer nous-mêmes. Parce que quand la décision est sortie, certains collègues ont pensé que l'ACEP a sorti la décision pour fermer le secteur. Mais après un peu de recul, nous avons compris que en fait, l'objectif, c'est plutôt de régulariser le secteur et de nous permettre d'être à l'aise dans l'exercice de notre profession. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai perdu le fil de mes idées. Oui, je demandais justement pourquoi est-ce que le collectif est né. Est-ce que c'est parce que justement là, c'est pas commencé à chercher à voir à l'intérieur de l'activité que vous aviez choisi de créer votre collectif? Non, le collectif est plutôt né pour nous aider à nous mettre ensemble, voir et aider aussi l'ACEP
ça nous permet de faciliter le travail à la CEP en nous mobilisant autour de la décision. J'imagine que vous aviez engagé beaucoup de campagnes de sensibilisation et d'information. Bien sûr que Comment ça oui. se passe sur le terrain? Comment vos collègues vous reçoivent, apprennent l'information et réagissent? Au départ, nous étions une soixantaine à nous mobiliser. Aujourd'hui, nous avons plusieurs groupes WhatsApp au sein desquels il y a plus de 1000 promoteurs de Wi-Fi Zone. Carrément. Et ce n'est pas fini. Même depuis que nous sommes venus ici, il y a beaucoup de gens qui continuent de rejoindre. Voilà. Cela prouve qu'il y a une envie de vraiment se mettre en règle. Et justement, dans ce sens-là, nous sommes venus demander la clémence de la CEP de bien vouloir prolonger un peu le délai afin que le travail que nous avons déjà commencé dans l'ombre continue. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que nous avons investi les radios locales pour informer les collègues. Nous avons investi les réseaux sociaux aussi pour informer tout le monde afin qu'il y ait un grand nombre de collègues qui adhèrent à la chose. Voilà. Et il faut y aller très vite parce que justement, avec les activités cybercriminelles, on a de la difficulté à remonter le fil de ceux qui justement utilisent l'Internet pour pouvoir commettre leurs forfaits. Alors, comment est-ce que justement votre collectif compte-t-il aider les promoteurs pour se régulariser? Parce que c'est aussi une autre manche de la question. Être informé, d'accord, mais quelles sont les démarches à faire, etc. Comment est-ce que vous les appuyez? Déjà, depuis que nous avons créé le collectif, nous formons, nous informons et nous aidons certains promoteurs qui n'ont pas la facilité de s'inscrire à le faire. Par exemple, nous avons déjà fait près de 3 formations à Ouida, même hier nous en avons fait aussi, et nous facilitons les choses de cette façon-là. Nous avons en vue d'aller un peu plus loin dans le fin fond du Bénin pour faciliter le travail à nos collègues qui ont des difficultés à s'inscrire sur le site de la CEP. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez justement dans cette phase de sensibilisation-là? La difficulté, c'est déjà qu'ils ne sont pas assez informés. Ils ne savent pas que la CEP est dans une démarche de régularisation du secteur et d'installation d'une ambiance de convivialité au sein du secteur. C'est un peu ça. Et quels sont vos rapports avec les autorités actuellement, puisque votre collectif il est jeune et il est né dans un secteur qu'on juge relativement, en tout cas informel. Comment est-ce que les autorités vous regardent? Nous entretenons de très bonnes relations avec les autorités. Au départ, le collectif était un peu vu comme une association de personnes voudrant affronter la décision. Mais aujourd'hui, nous sommes joints par certaines autorités qui nous donnent des conseils et qui nous demandent de continuer à travailler pour aider la CEP à aller au bout de son projet. Et quel est l'intérêt que vous avez justement à faire ça? Et quel est l'intérêt pour les acteurs de votre secteur d'aller justement à la conformité? Nous sommes aujourd'hui dans un pays qui se bat pour son développement. Et nous ne nous voyons pas dans la position de gens qui ne vont pas dans le même angle que le gouvernement. Vous n'avez même pas le choix parce que vous n'avez pas la force justement de résister. Et voilà. Et donc, nous sommes obligés de travailler pour que notre secteur qui nous apporte le minimum pour survivre là, survive. Alors, comment justement, quels sont les projets, je veux dire, à court, moyen, long terme? Votre collectif, il est assez jeune, il est né il n'y a pas longtemps, j'insiste là-dessus. Est-ce que ça va s'arrêter justement à la question de sensibilisation et quand les gens vont finir de se régulariser, vous allez passer à autre chose? Nos projets à court terme, c'est d'abord sensibiliser nos pairs promoteurs de Wi-Fi Zone. Après cela, se conformer aux règles qui ont été imposées par les autorités. À long terme, il faudrait que le Wi-Fi Zone, pour lequel, dans le secteur dans lequel nous travaillons, soit connu de tous. Aujourd'hui, beaucoup ne savent pas qu'il y a une possibilité d'avoir de l'Internet à très bas prix. Et nous allons nous battre pour que les populations connaissent ce secteur-là. Et bon, c'est en grande partie ce que nous avons fait.
le coût de l'Internet, c'est pas le plus bas de la sous-région. Est-ce que cette bataille vous intéresse pour que nous ayons des gigas, des mégas qui soient justement vraiment à coût réduit? Je pense qu'il faut déjà canaliser les efforts. Cette bataille-là est plutôt le travail, si je ne me trompe, de l'association des consommateurs. Mais vous êtes aussi un acteur fondamental. Si vos clients ont des difficultés à trouver de l'argent, des difficultés à trouver de l'argent pour assurer ou acheter vos services, c'est vous qui êtes en difficulté. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, nous proposons les coûts les plus bas. Savez-vous par exemple qu'avec 100 francs, oui. Vous ça c'est les tranches que vous proposez. Oui. Alors, 600 francs, ça fait combien de mots que vous donnez? On fonctionne en termes de minutes et d'heures ou de journées. Oui. Donc, avec 100 francs, vous pouvez naviguer pendant 1 heure ou 2 heures. 1 heure ou 2 heures. Et on peut faire vraiment de la navigation à haut débit et accéder à des sites d'internet pour les étudiants qui ont envie de faire des recherches, par exemple. Bien sûr que oui. Carrément. Oui. D'accord. Alors, quels sont justement les critères pour devenir membre de votre collectif aujourd'hui? Pour devenir membre de notre collectif, il n'y a pas de critères en tant que tel. Il faut d'abord être promoteur de Wi-Fi Zone, qui exerce déjà ou qui aspire à exercer. Et il n'y a pas de discrimination de religion, de ça ou de ça. Que vous soyez béninois de n'importe quelle contrée du Bénin, nous sommes ouverts. Nous avons nos groupes WhatsApp, nous avons un numéro que nous allons donner tout à l'heure, qui nous appellent, on les intègre et puis on va se mettre ensemble pour faire le travail. Vous avez un mot pour ceux qui sont dans le secteur? Pour nos collègues qui sont encore hésitants, je crois que c'est le moment de nous rejoindre. Je vous avais dit à l'entame qu'on était une soixantaine, aujourd'hui nous sommes déjà plus de 1000. Et pour les informations que nous avons, nous sommes au-delà de ce nombre-là. Nous leur demandons humblement de nous rejoindre pour qu'ensemble, nous travaillions avec l'autorité pour assainir le milieu dans lequel nous sommes. Un mot pour finir. Nous avons une page Facebook qui est APW-Bénin, qui est une page sur laquelle ils peuvent s'informer facilement. Si vous permettez, je voudrais donner un numéro qu'ils peuvent aussi... oui, allez-y, d'accord, allez-y. D'accord. Oui. C'est le 01 62 64 06 06. Et là, ils ont toutes les informations qu'il faut pour se conformer aux règles de la République en matière de gestion des Wi-Fi Zone. Merci beaucoup d'être venu, Polycap Capo. Je rappelle que vous êtes membre du collectif national de promoteurs de Wi-Fi Zone. Avec vous, on a découvert ce que c'est que le Wi-Fi Zone, comment est-ce que ça fonctionne. Une dernière curiosité. Pour devenir membre, acteur du milieu, comment est-ce qu'on fait? Il suffit d'aller voir ou d'acheter son routeur internet et puis ça y est, on commence à distribuer. Comment ça se fait? Il faut déjà voir les techniciens. Et d'abord, la zone où vous vous trouvez, elle est importante. Si la zone, on ne permet pas une installation qui va avec, c'est compliqué. Et en même temps, recevoir des conseils d'un technicien dans le domaine. Qui va faire l'installation. Oui, voilà, qui vous fera l'installation. Et voilà. C'est rentable? Il y a beaucoup d'argent dedans? On ne pourra pas dire qu'il y a beaucoup d'argent dedans, mais ça permet de joindre vous. Polycap Capo, merci d'être passé sur Actu Matin. Très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, je vous propose maintenant qu'on découvre le magazine de ce matin. Je vais vous amener vers la cité historique d'Abomey. Là-bas, on va découvrir la physionomie d'une activité multiséculaire. Il s'agit du travail du fer, et quand on parle de travail de fer, il y a une collectivité qui est consacrée à ça depuis la nuit des temps. C'est la collectivité des Rontondi. Pourquoi Rontondi et comment est-ce qu'elle travaille le fer? Comment le savoir se transmet de père en fils et de génération en génération? C'est autant de curiosités qui nous ont amenés justement dans la ville d'Abomey. Voici. Abomey, le plus célèbre de la ville historique du centre Bénin.
un quartier rendu très populaire par une collectivité tout aussi célèbre qui s'y est établie depuis la nuit des temps. Il s'agit des Rontons plus grands. C'est pourquoi dans chaque famille, il y a toujours un... Vous savez, il y a des pas mais pour les défis, et le qu'on a content ici pour du pont. Et nous content ici pour il faut pas né deux ponts. On m'a sorti pédiant. Et quand tout nous pour nous yo. Et nous les play, mais c'est bien on a tchata qui bon. Pour le pour flé content lié. Et un autre c'est né mignon. Mais jaou yo, et là faut pas nous aider. La forge est organisée en plusieurs ateliers, dans un espace d'entre 10 et 12 mètres carrés environ. Bena c'est bon dit bena con tandi bena ka ti ha bi e ko ha bu abu ton de ko ha ba fi e le na mo e de ne e o mino ko metto kilo de mino ko dépend des n'emploi de si nous avons. C'est un travail à la chaîne. On peut l'engager tout seul, ce qui oblige à parcourir l'ensemble des ateliers nécessaires à la fabrication de l'objet. Parfois, on peut aussi s'entendre et faire le travail en équipe avec d'autres personnes avec qui on partage les charges et les bénéfices à la fin. Nous disons libé. Elle a besoin de à la il a besoin de la mer. Et des limons local. Et si on a tout beau, et deux, trois côtés, et des petits, et des mieux. Nous peut internet fille. Assez des bons. Et moi si ils sont pour faire mener à mon fils ils sont et le fils il faut faire des trois côtés des plats des ronds ils m'ont coupé bien et des tenus ronds et pour le d'accord il doit attendre et moi là pas dire exposé il doit attendre et le fils il va faire oui non il faut la vidéo 5 000 euros. Alors,
Mamble mi dia. Eso que de ko ha do ka ko. Ou va de la mi on dit ou va de content de paye. Donc là à la blocage à lui autant on va attention à 10 millions. Donc là so quand millions de temps on est. Le forgeron est au contact quotidien de la chaleur, puisqu'il doit travailler à redonner diverses formes aux métaux. Cela passe par une première étape de la formation du prototype de l'objet à fabriquer et du choix de la matière à utiliser. Nika kula na blo yo. Ni no tibo. Ko no leko e mai sa blo funa ten ya o. Aka blo ko leko. Do yo so. Ko te ma mi a bo ile ji diali asisi gambo ko kombino angre obi. Ko te ma mi a kanji abuna asisi gambo ile. Ko te me kale mi a bi na le mi a ble mi a di de wa asisi gambo. Bo ni do ji diali. Ele ti ni na ti yo en ale wa. Esi wa ti ba ba foko. Esi wa ti mo ti a filo le na wa mi ni. Tagbo mi tole gonu sukota fi société dako le de bebe kan ko ibele yo eyan ifine gonu mo kan lo ti mo lo ti yo aso anti we o ina na ba ga reka bu ti ade mo e te wa jo ko hu yo wa je biteji yo meni le kilo ye te ya yi mo ko bo no asami egbe ga menele di so fi yan mama ka mi pe mi wa so na dai yo mi no baba de kon adi ate gblegble obile gblegble edele bo mi mo ide mi si o na wa ina da kweto. Si le métier a résisté au temps et traversé de nombreux siècles, il a perdu un peu de sa superbe. Les produits finaux ont gardé leur forme artisanale et les jeunes héritiers sont de plus en plus tournés vers des métiers plus modernes, moins exigeants, plus intellectuels. Ceux qui y sont encore, y sont en attendant mieux. Na bo wa lo
côté non et y a un l'eau nous pétons pour d'autres faux ben merci au côté où你不会啥？你做哟，我也做那白的吧，做那高米哟，这件比呢，所以我呢就不干事，不支持。家姐不行，你不见的。过哟，那边呢，我就放东西，所以就不敢不就上班呀，是吧？所以你那挺的不，叫他动的不，人家不知道人家说呗。 Si certains y sont encore attachés, c'est certainement parce que le métier représente une source importante de revenus, le plus souvent la principale. Mais c'est aussi pour sauvegarder un savoir-faire multiséculaire qui est la marque distinctive d'une collectivité dans une société fortement castée. o tento ya no da forma donc aka i pe condition et bien là no campo conta di me no agora foi uma pão me quade e no mais do couti o filho mais do e mo e na ti vede me ama ta to esi important di pour ça important di vine Kabi moto na a vivo en to vivo pa fi a vivo fi ada ko ni vio ya fili fito na bro ada ko ni vio fito na fi mi ji yo e na bro mais da ko ni vio ça c'est quoi pa so te ka atati wo mo aro fito pon ya de ujan wa si bro wa Devenue une collectivité de grands cadres et d'intellectuels, les Huntondi continuent malgré tout de travailler le fer, mais plus à l'échelle aussi élevée que par le passé. Sollicité hier par le roi d'Abomey pour l'équipement de son armée, tout l'arsenal de guerre, mais aussi pour la mise au point d'outils aratoires, les ayatollahs sont de moins en moins visibles aujourd'hui par leur métier, réduit essentiellement à la fabrication d'objets de parure et pour des besoins ponctuels liés au travail de métal. Le point de l'actualité hebdomadaire sur la 3, c'est dans une semaine au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée. Amnesty International Bénin a tenu une conférence de presse le mercredi 28 janvier 2026 à Cotonou. Il était question de présenter son manifeste d'engagement pour la promotion et la protection des droits humains au Bénin. Un document adressé aux futurs dirigeants après l'élection présidentielle du 12 avril. Le manifeste parle entre autres de la restriction de la liberté de presse et de manifestation, l'insécurité au nord du Bénin, les détentions arbitraires, le non-respect des obligations internationales de protection des réfugiés et autres. Conférence de presse animée en présence de l'Association des blogueurs du Bénin et de l'Association des jeunes juristes et diplomates du Bénin. Après cette étape de sensibilisation de l'opinion publique, Amnesty International annonce la poursuite de son plaidoyer.
Des rencontres sont prévues avec les partis politiques, les 2 duos de candidats à la présidentielle, ainsi qu'avec d'autres acteurs clés de la République, afin de faire des droits humains un pilier central du prochain mandat présidentiel. Première recommandation, c'est de réviser l'article 550 du Code du numérique qui restreint indûment le droit à la liberté d'expression. 2 officiers des forces armées béninoises promus au grade supérieur. C'est en reconnaissance à leur dévouement et au don de soi pour la paix et la sécurité au Bénin. Il s'agit du général de division Abou Issa, chef d'état-major de l'armée de terre, qui passe au grade de général de corps d'armée en reconnaissance d'un parcours marqué par le commandement, la loyauté et le sens élevé du devoir. Le colonel Faïz Gomina, le patron de la garde nationale, lui, est promu au grade de général de brigade. L'homme s'est notamment illustré comme commandant de l'opération Mirador, engagé dans la lutte contre le terrorisme au nord du Bénin. La cérémonie de port de galon s'est déroulée le lundi 26 janvier 2026 au ministère de la Défense à Cotonou. Donc c'est l'occasion pour moi de témoigner dans un premier temps toute ma reconnaissance au président de la République, chef suprême des armées, mais également à tout le peuple béninois en leur témoignant une fois encore ma loyauté qui ne souffrira d'aucune fissuration. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a tenu le mardi 27 janvier 2026 une importante séance de travail avec les organisations de la société civile engagées dans la lutte contre la corruption. Il s'agit de Alcré, ONG, Social Watch et de FONAC. C'est une dynamique participative qui marque une étape importante vers une gouvernance plus transparente et une lutte contre la corruption plus participative. Au cours des échanges, les participants ont abordé les enjeux liés à la corruption, notamment en matière de prévention, de dénonciation et de sensibilisation des populations. L'accent est mis sur la nécessité d'une collaboration institutionnelle renforcée, condition essentielle pour relever ensemble ce défi qui freine le développement. La séance est ouverte par Jacques Migan, le haut commissaire à la prévention de la corruption. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a procédé le mardi 27 janvier 2026 à la remise de prix aux meilleures organisations non gouvernementales ayant innové dans la lutte contre les violences basées sur le genre. L'événement, qui est à sa première édition, a permis de distinguer 9 organisations de la société civile avec des lettres de félicitations, des trophées et des chèques. L'initiative est soutenue par la coopération suisse à travers le financement du programme d'appui à l'égalité de genre mis en œuvre depuis 2022. La cérémonie s'est déroulée dans la salle de conférence du dit ministère à la cité ministérielle à Cotonou. Les Amazones du Bénin s'apprêtent à affronter en double confrontation leurs adversaires de l'Égypte. Ceci dans le cadre du 3e tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminin des moins de 20 ans qui pointe à l'horizon. Et en prélude à cette échéance, Romaine Gandono et ses coéquipières sont entrés véritablement dans la phase active de la préparation cette semaine. Mercredi dernier, l'entraîneur Ablaye Ouzérou était en conférence de presse pour annoncer la liste des joueuses convoquées pour cette compétition. On y travaille et nous serons forcément prêts le jour J. Ainsi se résument les faits ayant marqué la semaine écoulée. Merci de votre aimable attention. À lundi prochain pour un autre point de l'actualité hebdomadaire. Écoute-moi, Skidi. Il n'y a pas plus belle victoire que de voir tous les royaumes alliés et ennemis se prosterner devant un seul et même roi. Et ce roi, c'est toi, Shaka, fils de Senzagakona. Une guerre se prépare. Il va vouloir se venger. Tu dois bâtir ton propre royaume. C'est toi le roi. Mieux
vaut faire la paix que la guerre. Mais parfois, on n'a pas le choix. Nous les anéantirons tous jusqu'au dernier. À mort! À l'attaque! Allez! Maintenant, c'est moi qui donne les ordres. Votre série Canal+ originale inédite Chaka Ilembe saison 2, tous les jeudis à 20h30 GMT sur Canal+ Magic. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui, chaque semaine, vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Mathéo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire. Mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au Stade de l'Amitié ou au Stade de Charles de Gaulle. Candide Moueto, Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils ont amené leur caméra sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abou-Mklavi pour suivre cette affiche entre les Requins de l'Atlantique et les Adjaka-Loulou de l'Est. Cotonou, suivez. Les Requins de l'Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sortir d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin. On va continuer par travailler et puis les matchs à venir, nous allons faire beaucoup plus pour remporter plus de matchs. Vraiment, je suis content et c'est la première fois que j'ai pu marquer aujourd'hui. Ça fait plaisir et avec l'équipe, on a eu les 3 points. Les lignes haute tension alimentent nos foyers, mais elles peuvent devenir mortelles si leurs emprises sont occupées. Une emprise, c'est la zone réservée pour installer, entretenir et réparer les lignes électriques. Sa largeur dépend de la tension et du type de route. Libérer les emprises, c'est éviter les coupures, sécuriser les installations et protéger la population contre les accidents. Occupation illégale égale danger, électrocution, incendie, coupure massive. Avant toute activité près d'une ligne, demandez un permis, informez la SB2E et respectez les consignes de sécurité. Libérer les emprises, c'est protéger des vies et garantir l'électricité pour tous. Ensemble, faisons de la sécurité une priorité. La SB2E, des femmes et des hommes à votre service, 24 heures sur 24. Aussi. 26 minutes. Donc il était vraiment rigoureux avec vous. Vraiment rigoureux avec nous. Sinon, déjà à 7 ans, on a commencé la musique, on pouvait aller dans le décor. La pause ce matin, je lui ai déclaré encore ma flamme. La photographie, selon moi, c'est écrire la lumière. Communiquer. Hey. Communiquer. Hey. Communiquer. Hey. Betty est célibataire. Et surtout, me retrouver encore devant Aïcha Koné. Ouais. Après plus de 10 ans. J'ai vu un homme qui a été battu par sa femme. On a montré la photo, c'était horrible. Wow. Et je me suis dit, mais il attend quoi? Quel ONG s'occupe de ces cas-là? Vous devez avoir votre convention de vente, bien évidemment, ce qui montre que vous avez acheté le domaine. Oui, je voudrais vous inviter à faire massivement le déplacement. Quand je vous dis que je suis chargé d'onction, c'est-à-dire... Nous préparons la journée internationale du jazz, qui va être encore cette année, comme d'habitude, un truc... Non, j'ai laissé le côté humoriste, parce que franchement, le Béninois, pour faire rire le Béninois, c'est compliqué. Pour faire rire le Béninois. Donc ce qui nous oblige tous aujourd'hui à nous intéresser à la chose technologique. Aujourd'hui, spécialement, nous allons parler du massage, Madame Florence. Est-ce que par moment, il n'y a pas des hommes qui... Oui.
Ah oui. Oui, c'est le risque du métier. C'est le risque du métier. Donc vous les laissez d'abord. Bon, oui, on essaie il y a une méthode de les calmer. Quand je vous dis Amozobogla, c'est ça qui a formé le Zogla. Vous dansez des djis. Vous dansez des djis, ça fait Zogla dance. Voilà. Inspiration. On va checker la liste. Oui ou non? Moi, heureusement que j'ai jamais eu d'ex. Oh, le ciel va tomber. Le ciel va tomber. Prends bien soin de moi, chérie, ne me néglige plus. Bravo. Merci à toute l'équipe. Vous êtes tout simplement formidables. On se donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle aventure sur le plein de midi. Au revoir. Au revoir. Une agression contre l'aéroport international de Niamey et une riposte notamment des forces nigériennes. Et ça y est, c'est le lit à de nombreuses accusations contre notamment le Bénin, la Côte d'Ivoire et la France. Le général Tiani, qui réalisait quelques heures après l'attaque, accusait ses homologues, notamment de Cotonou, d'Abidjan et de Paris, d'être des sponsors, dit-il, de ces acteurs-là impliqués donc dans cette attaque. On va en parler ce matin pour mesurer un peu, je dois dire, la qualité des relations entre le Bénin et Niamey, en attendant de contextualiser justement l'événement malheureux, faut-il le dire. Ulrich Gaba, bonjour. Bonjour. Eric, bonjour, bon arrivée. Bonjour. Encore quelques mots, mettons, difficiles, qui sortent, je dois dire, au sujet des rapports entre le Bénin et le Niger. Cette fois-ci, c'est de la bouche directe du premier militaire qui dirige Niamey, Louis. Oui, malheureusement, nous avons entendu des propos qui sont de nature à inquiéter. Et quand ces propos viennent encore de celui qui dirige tout un État, je veux parler du général Tiani, je pense que c'est à prendre très au sérieux. Qu'est-ce qui motive ces propos? Pour l'instant, nous n'avons pas de preuves. Pour l'instant, le Niger n'a pas fourni de preuves palpables et je pense que ce n'est pas la première fois que nous recevons des attaques verbales, des écriminations sans preuve. Je pense qu'il faut véritablement voir à quelle mesure calmer ces tensions-là. Ça ne sert à rien. Le Bénin n'a pas choisi de vivre à côté du Niger. Le Niger n'a pas choisi de vivre à côté du Bénin. Nous sommes deux pays frères et les peuples partagent des histoires, des liens séculaires. Et c'est vraiment dommage qu'aujourd'hui, qu'on en vienne à toujours se tirer entre les pattes et s'accuser mutuellement. Nous avons tous appris avec consternation cette attaque qui a eu lieu. C'est vrai que jusqu'à présent, c'est une nébuleuse parce qu'on n'a pas donné tous les détails autour de cette attaque. Je crois que par rapport à l'attaque du 7 décembre au Bénin, on a beaucoup communiqué. Pour ceux qui sont à l'extérieur ont su quand même ce qui s'est passé véritablement. Quand nous prenons l'attaque du Niger, on n'a pas eu véritablement cette communication. La seule chose qui a vraiment circulé et que le peuple, disons, les autorités du Niger ont voulu véritablement faire comprendre au monde entier, c'est qu'il y a eu une attaque perpétrée ou du moins orchestrée par des gens, par des voisins, des pays voisins et une puissance internationale. Je pense que c'est suffisamment grave. Et il est temps que chaque fois que le peuple nigérien ou les autorités nigériennes veulent sortir de telles allégations, qu'elles le fassent avec beaucoup de preuves. Déjà, nous avons parlé de cette histoire d'aéroport de base pour abriter des mutins, plutôt des gens, des assaillants contre l'AES. Jusqu'à présent,
Tiani n'a jamais sorti ces preuves-là. Et je pense que c'est la moindre des choses qu'une autorité de son rang, de sa facture devrait faire sortir. Si on n'a pas cette preuve depuis très longtemps et qu'il refuse d'ouvrir les frontières juste parce qu'on estime que le Bénin est le mal à côté de leur pays, je pense qu'il y a beaucoup d'allégations qui sont sorties. Et jusqu'à aller dire que les gens soient aboyés, mais d'attendre maintenant que le Niger rugisse, c'est aussi à la fois... je pense que ça frise la menace. Pourquoi cette menace-là? C'est inquiétant. Le contenu des propos du général Tiani, Eric, de nouvelles accusations. Oui, ce qui nous fait dire que ça n'est pas la première fois que nous entendons le président Tiani proférer des accusations sans fondement sur le Bénin. Ce qui fait que nous appuyons tout ceci avec de la rigolade, comme ce fut le cas par le passé dans plusieurs autres dossiers. Le dossier de la CEDEAO, de la frontière, la gestion du pétrole, la question des bases militaires et bien d'autres. Voilà. Nous en avons eu suffisamment. J'ai vu nos confrères d'une chaîne ivoirienne aussi dans des réponses suite à cette déclaration. Alors, nous ne prenons pas ça du tout au sérieux parce que l'homme nous aura habitués à ces genres de déclarations. C'est à croire que toutes les fois que l'homme trouve le courage ou éprouve le plaisir de se prononcer, il faut que cela soit toujours rempli de mensonges, des déclarations sans fondement, hors contexte. Nous sommes un peuple, je dirais, qui n'a rien comme désaccord avec le peuple de Niger. Il faut voir le problème au sommet de l'État. Et ces comportements du président Tiani peuvent nous amener à tirer des conclusions sur, je dirais, l'estime et l'admiration que lui-même il peut avoir pour soi-même et pour la fonction qu'il incarne. Quand je voudrais même accorder du crédit à ces déclarations, est-ce la bonne manière, est-ce la forme par laquelle il faut se prononcer? Ce n'est pas le cas. À plus forte raison, quand on sait que dans le fond, tout ce qu'il dit n'en est absolument rien. Donc, pourquoi garder la grosse mine, se taper la poitrine quand on est conscient qu'on est en train de dire des faussetés, justement, aller juste à citer des présidents voisins dans une affaire qui est liée à votre sécurité intérieure. Quand vous voyez la zone où l'attaque a été menée, le Bénin ne partage pas de frontières avec le Niger dans cette zone-là. Et vous vous étonnez justement que celui qui... Il n'a pas dit que le Bénin est directement impliqué, il a dit que le Bénin est sponsor. Pour être sponsor, enfin... oui, c'est une forme d'implication. Oui, c'est une forme d'implication. On n'a pas besoin d'avoir une frontière avec un pays ça reste agir directement. Il me semble que les États-Unis sont allés chercher un président en exercice. Ils n'avaient pas eu besoin de frontières. Ça reste une forme d'implication. Et quand vous donnez le cas des États-Unis, cette opération a été menée par des militaires américains, par les forces spéciales. Ils ne l'ont pas caché. Il y a une communication revendiquée par les États-Unis. Je veux dire qu'on n'a pas besoin de contact de frontières pour agir dans un pays. Il y a eu tout un moyen qui a été mis en place, toute une logistique. Je pense que ici, il faut garder à l'esprit que, y compris même nos voisins du Niger, en tout cas les concitoyens de M. Tiani, ils n'y croient plus. Je pense que nous avons passé le temps des émotions à la prise du pouvoir par ces militaires, et chaque jour que Dieu fait, le peuple du Niger se rend compte qu'en réalité, ils ont été emportés dans une vague, je dirais, de gens qui n'étaient pas du tout prêts à gérer le pouvoir. Allez, on a quand même... c'est vrai que côté Bénin, on a crié au mensonge et mettons à des accusations gratuites, même réaction aussi du côté d'Abidjan, qui a d'ailleurs envoyé quelques éléments à l'antenne démontrer la fausseté des démonstrations, mettons, des accusations de Tiani. Il y a quand même que quelque part, peut-être que des éléments ont été réunis, parce qu'il y a eu quand même, sur des images qu'on a vues lors des propos donc, du général Tiani, on a vu des images
de gens tués, on a vu des gens, mettons, arrêtés. Il y a même, pour les informations, en tout cas officielles du Niger, il y a même un ressortissant français dont on a fouillé le téléphone et dans lequel on a trouvé des informations. Faut-il vraiment continuer à dire que c'est totalement faux quand on a quand même ces éléments-là qui sont sous les yeux? Dire que c'est totalement faux, ça dépend de ce qu'on veut demander ou de ce qu'on veut démontrer. Vous savez, il y a eu des décès, nous avons effectivement vu des cadavres, il y a eu des informations qui sont sorties, mais entre nous, Dieu seul sait combien de fois le président Traoré a déjoué des coups d'État depuis qu'il est venu au pouvoir. Dieu seul sait combien de fois Simi Goïta a déjoué des coups d'État depuis qu'il est venu au pouvoir. Vous savez, quand vous venez au pouvoir par les armes, il y a toujours des dissensions que vous gérez, des velléités que vous gérez. Et ces velléités, parfois, ne prennent pas seulement en compte des compatriotes à vous. Parfois, c'est des gens qui suscitent du mercenariat. Est-ce que ce mercenariat a été sponsorisé effectivement, comme le dit Tiani? Je ne le sais pas. C'est la raison pour laquelle moi, je dis que quand on affiche de telles allégations, il faut toujours les accompagner de preuves. Et quand vous envoyez ces preuves, là, comme ça, elles sont irréfutables. On nous a par exemple dit qu'on a fouillé le portable de quelqu'un, d'une personne qui a été arrêtée ou tuée. Et pourquoi ne mettons pas ces informations sur la scène publique? Je pense que les peuples sont suffisamment matures aujourd'hui et il ne faut pas insulter l'intelligentsia africaine. Donc quand vous voulez afficher des choses, donnez aussi des preuves de sorte à ce que celui qui lit, le compatriote ou le patriote africain, je dis carrément africain, je ne veux pas parler d'une nation, qui est ému par la paix au sein de l'Afrique, a la possibilité de faire la part des choses. Vous envoyez vous partagez vos allégations, vous partagez vos preuves, ça permet à celui qui ne veut pas prendre parti de faire son analyse personnelle. Je ne dis pas qu'il n'y a rien eu. Il y a eu des attaques, la preuve, il y a eu des tirs, il y a eu des personnes tuées, il y a eu des personnes arrêtées. Mais maintenant, est-ce qu'il s'agit de problèmes internes au Niger? Première question, est-ce que ce problème interne au Niger a impliqué des personnes internationales, des personnes hors du Niger qui ne sont pas de nationalité nigérienne? Deuxième question, est-ce que ces personnes impliquées l'ont fait de leur propre chef ou ont été soutenues par d'autres pays? Parce que je peux être d'un autre pays, agir dans un pays donné contre une certaine manne. Il y a des mercenaires militaires qui travaillent dans plusieurs pays. Donc, ça fait 3 questions. Et quand on répond à ces 3 questions, on peut maintenant afficher les allégations que nous sommes en train de recevoir. Jusqu'à présent, on n'a pas encore eu une seule réponse, une seule preuve par rapport à ces 3 questions. Donc je pense que nous sommes suffisamment déjà en difficulté pour mettre encore le feu, ou du moins c'est l'huile sur le feu. Il faut que ces pays, parce que là, nous avons beaucoup de problèmes sérieux à gérer. Regardez le Niger, regardez le Bénin. Nous avons même la Côte d'Ivoire, nous avons des problèmes d'autosuffisance alimentaire à gérer. Et nous allons toujours nous mettre dans des difficultés, des problèmes politico-politiciennes, démagogiques qui ne concernent pas les peuples. Oui, et à la fin, on se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes à gérer, mais la stabilité intérieure est fondamentale. Je suis tout à fait d'accord, mais dites-vous que depuis que cette crise a commencé entre le Bénin et le Niger, qui sont ceux qui en souffrent le plus? Ce n'est ni Tianis ni Talon. Alors vous n'en savez rien. J'en sais beaucoup. Ça peut leur arracher beaucoup de je dis ceux qui souffrent le plus. Je dis bien ceux qui souffrent le plus. Ce n'est ni Talon, ni Tiani, tout simplement parce que ce sont ces peuples qui partagent justement ces frontières-là. Ce sont ces peuples qui échangent. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur boulot parce qu'ils étaient à Malanville et allaient travailler à Gaïa. Il y a certains qui étaient à Gaïa et qui venaient travailler à Malanville. Et ce marché de Malanville et de Gaïa qui s'animait, est-ce que vous avez vu un peu comment des gens se sont retrouvés au chômage? Beaucoup de personnes, les activités économiques sont au ralenti. Quand on regarde tout ceci, et ceux aujourd'hui qui veulent forcer ce destin en passant par le fleuve Niger, le font au prix de leur vie. Beaucoup sont morts dans le fleuve Niger. Est-ce que nous allons poursuivre cette crise démagogique je dirais, d'ego et de personnalité pour que les peuples continuent d'en souffrir? Je pense que la tension est suffisamment forte et que ces 2 personnalités doivent ramener la balle à terre. Et quand on avance des allégations, moi je pense qu'il faut les accompagner de preuves.
Eric. Oui, vous avez évoqué un certain nombre d'éléments. Vous y croyez-vous? C'est pas une affaire d'église, c'est pas une affaire de mosquée. Ce que moi je pense, c'est une affaire de fait. Et je crois que lors de la sortie de Tiani, on a vu des images de gens décédés, enfin de gens tués, on a vu des gens arrêtés et bien ligotés, et on nous a dit qu'il y a un téléphone qu'on a fouillé et qu'on a eu des éléments dedans. J'apporte, je dois dire la version officielle. Si nous avons vu scruter les mêmes images, ce que moi je pense, ça ressemble plus à une mise en scène que l'exposition d'éléments probants pour amener un président à accuser un État voisin. Vous savez, ce n'est pas comme si avant l'attaque, la relation entre les pays cités, le Niger, était des meilleurs. Non, ça a toujours été tendu. Donc, et nous savons que pour ces 3 pays qui partagent cette organisation de l'AES, la propagande est l'outil le plus fort. Il faut toujours accuser les autres. Il faut le moins d'éléments qu'on trouve, on peut fabriquer. Vous avez vu tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux entre ce pays et puis tous ces pays cités. On invente des choses. Ce n'est pas la première fois. Vous n'êtes quand même pas me dire que quand nous avons subi cette attaque ici le 7 décembre, que de ces pays, il n'y a pas d'éléments de contenu qui ont été fabriqués. Et là-bas aussi, au Kenya aussi, il y a des accusations, farfelues aussi. Je ne peux pas, chaque pays, voilà, je en fonction de son donc ça veut dire que chaque pays avance ses arguments, avance ses éléments. Cela fait à partir de quel moment où on suppose avoir arrêté un ressortissant français, je suppose à partir de la couleur de sa peau, cela implique directement un État à être complice d'une attaque. Parce que si ça avait été le cas, alors les Russes à qui on a trouvé hébergement dans une base au Niger, qui ne sont ni d'une armée régulière, qu'on appelle souvent des mercenaires, il faudra alors nous identifier les vrais profils de ces personnes. Non, je pense que nous, dans notre comportement vis-à-vis de ces cas, ça a toujours été prendre la hauteur, rester très courtois, comme l'a relevé d'ailleurs le porte-parole du gouvernement. Quand on vous retire quelque chose et que la personne commence par courir, il ne faut pas rentrer dans ce piège-là. Nous avons subi une attaque, on a posé la question au chef de l'État, est-ce que des pays voisins étaient impliqués? Il a refusé de répondre à la question. Il aurait pu aussi se mettre dans une démonstration à partir de téléphone, gaffe, qu'on a fait parler, machin, et puis tout ça. Non. On nous a dit que le principal accusé de cette affaire s'est retrouvé dans un pays voisin. Il n'y a pas de communication officielle. Il y a des journaux qui ont communiqué. Vous voulez comparer le travail que fait des journalistes dans les colonnes à une communication officielle? Moi, je fais foi au travail professionnel des journalistes béninois qui ont établi l'autorité officielle. Oui. Parce que ici, c'est le premier des citoyens du Niger qui a parlé. Donc on peut estimer que c'est avant l'attaque du 7 décembre, même le porte-parole du gouvernement avait alerté l'opinion publique nationale de ce que ça se traite justement à partir de pays frontaliers, des machinations pour en tout cas déstabiliser le Bénin. Il a donné des pays voisins, il a donné la cité de pays, la cité de président. Je suis sûr qu'il ne sous-entendait pas le Nigeria ou le Ghana. Parce qu'on sait quels sont les pays avec lesquels on était en difficulté. C'est vous qui imaginez ça. C'est pas une imagination, c'est une réalité. C'est une réflexion que vous faites sur la base. C'est une réalité. De ce qu'il a parlé. Il n'a pas cité de pays. Pays voisins, mais écoutez, ça peut être le Nigeria. Ah oui, carrément. Le Nigeria est voisin. Alors finalement, est-ce que ça va s'arrêter, Ulrich? Bien malin celui qui pourra le dire, très bien malin celui qui va le dire, parce que à l'instant où nous parlons, nous sommes montés d'un cran dans les violences verbales. Les violences verbales, et maintenant nous sommes venus même à des menaces, parce que nous avons entendu les propos du président Tiani. Ça frise la menace. Avant, c'était juste des accusations sans preuve, mais maintenant, nous sommes passés à l'étape de menace. Parce que quand on dit, ils ont pendant longtemps crié, mais maintenant, nous allons rugir. Je pense ils ont longtemps aboyé. Ils ont longtemps aboyé, justement, et maintenant, nous allons rugir. Je pense qui s'apprête à nous voir rugir. Je pense que ça frise de la menace, et nous n'avons pas besoin de ça dans la sous-région. Nous n'avons pas besoin de ça. Je veux personnellement prêter la bonne foi au président Tiani parce que j'estime que c'est une personne ou une personnalité assez importante et ce qu'il dit, il doit pouvoir détenir ses preuves. La seule chose que je demande, c'est qu'il puisse mettre ses preuves à la disposition des peuples pour que chaque élément puisse être détaillé, décrypté, de sorte à ce qu'on voit l'essence même de ce qu'il est en train de faire ressortir. Mais au-delà de tout ceci, je pense qu'il est africain avant tout.
le président Talon est africain, le président Ouattara est africain, et quand viennent les moments de difficulté, il y a d'autres pays africains qui devraient normalement intervenir et calmer les jeux. Mais j'ai compris aussi qu'il y a une sournoiserie malsaine autour de cette crise où on ne voit véritablement pas d'autres pays africains qui veulent carrément éteindre le feu. Certains en profitent, oui, je le dis clairement. Non, je le dis clairement. Je n'exagère pas. On a vu le Nigeria. Je n'exagère pas. Je n'exagère pas. Le nez aussi a proposé ce service. Je n'exagère rien. C'est vrai que les résultats ne sont pas là, mais il y a eu des démarches. Observez simplement, je n'exagère absolument rien. Observez simplement que cette diplomatie a échoué lamentablement avant même d'avoir commencé. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien fait. Je dis avant même d'avoir commencé. Comment une diplomatie, aussi saine soit-elle, puisse échouer avant même d'avoir commencé? Je pense que quelque part, il y a une sorte d'hypocrisie autour de cette scène. Tiani fait son show au Niger en estimant que le Bénin est son souffre-douleur. Du côté du Bénin, on donne des explications ou parfois même on essaie simplement de balayer du revers de la main les allégations qui viennent sans preuve. Malheureusement, je reviens encore sur le peuple, malheureusement, qui en souffre le plus? C'est le peuple. Parce que Tiani, dans son palais, il n'en souffre pas a priori. Talon, dans son palais, n'en souffre pas exactement. Mais ce sont ces peuples. Il y a beaucoup de Béninois au Niger. Il y a beaucoup de Nigériens au Bénin. Mais quand la violence va encore montrer d'un cran de plus, qu'est-ce qu'on est en train de susciter au sein des populations? Je pense qu'on doit ramener la balle à terre. Je ne veux pas rentrer dans les guerres de personnes parce que j'estime que dans cette crise Bénin-Niger, il y a beaucoup plus d'ego qui s'affichent. Et on voit des allégations, on voit des personnes qui veulent affirmer leur position, leur personnalité. C'est ça qui est en train de faire dégénérer cette crise. Je souhaiterais que ces deux présidents, ces deux chefs d'État ramènent carrément la balle à terre. Est-ce que c'est pas une illusion? Non, c'est peut-être une illusion, mais il n'est jamais illusoire. Il n'est jamais illusoire. Il y a l'un qui est en train de bâtir d'ici 2-3 mois. Oui, je crois. Oui. Et je pense que c'est toujours bien de croire à la paix parce que ça ne sert à rien. Le Bénin ne gagne rien à ce qu'il y a une guerre, à ce qu'il y a un conflit avec le Niger. Le Niger non plus ne gagne absolument rien à ce qu'il y ait un conflit avec le Bénin. Donc je pense que ces deux peuples sont condamnés. Je dis bien, je pèse les mots, ils sont condamnés à vivre ensemble en harmonie. C'est la meilleure solution parce que nous avons d'autres problèmes qui sont là. Nous avons ces individus armés non identifiés qui agressent les deux États. Certains disent oui, c'est l'autre État qui envoie, l'autre dit non, c'est l'autre État qui protège. Mais dans l'un ou dans l'autre cas, quand on vient tuer, est-ce que ce ne sont pas les populations de ces pays-là? Est-ce que ce ne sont pas nos militaires, nos frères qui sont tués dans les deux pays? Au finish, ce sont les deux pays qui perdent. Et qu'est-ce que nous sommes en train de revendiquer? De quoi parlons-nous au juste? Je pense que la guerre est ailleurs. Eric? Vous savez, ici, il y a une preuve qui vient en contradiction aux déclarations de M. Tiani, c'est que l'attaque a été revendiquée par une branche de l'État islamique. Les attaques, nous en subissons au Bénin, au Togo, au Niger, un peu partout. C'est bien ça l'ennemi. Et quand on passe tout son temps à avoir le mal ailleurs, est-ce qu'on prend conscience? Est-ce qu'on prend conscience qu'il n'a pas dit que c'est le Bénin qui attaque ou que c'est la Côte d'Ivoire qui attaque ou la France qui attaque? Il a dit que le Bénin attaque. Que la Côte d'Ivoire et la France sont des sponsors. C'est ce qu'il a dit. Donc même si une organisation a revendiqué, il fallait voir si l'organisation allait chercher l'argent ou le matériel. C'est la raison pour laquelle je dis que ça, c'est ce qu'il a sorti lors de sa récente déclaration. Oui. Par le passé, nous avons entendu que le Bénin se préparait à déstabiliser le Niger et donc à attaquer le Niger. Moi, je mets tout ceci dans le même groupe. Justement, puisque en ce qui nous concerne, ça n'est pas la première fois que ces menaces ou ces déclarations justement sont formulées. Donc, vous laissez le mal qui vous ronge à l'intérieur de votre pays et vous voyez votre malheur ailleurs. Or, nous avons le même ennemi. Quand nous subissons des attaques, est-ce que justement nos autorités se lancent dans une course à voir qui est sponsor, qui n'est pas sponsor, qui est derrière, qui n'est pas derrière? Voilà. Les mêmes groupes qui sévissent dans la zone du Sahel et qui frappent un peu partout, nous frappent aussi. Et je pense que la dernière attaque que nous avons subie qui a coûté la vie à un nombre conséquent de nos soldats, on a vu comment les activistes de la CEDEAO sont transformés aussi sur les réseaux sociaux comme pour montrer que le Bénin, l'armée béninoise n'est pas suffisamment efficace pour faire face à la menace. Merci beaucoup.
On a une pression du réalisateur Boris, alors qu'il est encore 8h52 minutes et que j'ai en principe 3 minutes encore pour finir mon devoir. Allez, merci beaucoup, chers messieurs. Merci de passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Vous allez sur la rue de presse juste derrière moi. Bonne journée. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. La dernière sortie de la junte au pouvoir accusant nommément des chefs d'État d'être derrière des attaques de la zone 101 et de l'aéroport de Niamey est battue en brèche par le gouvernement béninois et la presse du jour qui pointe les faits qui innocentent le Bénin. Une sortie qui intervient dans un contexte sécuritaire déjà extrêmement dégradé, marqué par une recrudescence des attaques djihadistes, particulièrement dans la région de Tillabéri. Mais à l'analyse des faits, une évidence s'impose. Le Niger se trompe de cible. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis l'arrivée au pouvoir du général Tiani, près de 1700 personnes, civiles et militaires confondus, ont péri dans des attaques terroristes. À elle seule, la région de Tillabéri concentre environ 1200 victimes. Or, cette zone ne jouste ni le Bénin, ni le Nigeria. Elle se situe au cœur de l'espace dit des 3 frontières, à la jonction du Mali, du Niger et du Burkina Faso, épicentre historique de l'insécurité sahélienne. Et puis, dans son billet intitulé « La grenouille prétentieuse », Fraternité fait observer que bien que leur anus soit exposé au vent, ils menacent quand même de rugir en comptant sur les prédateurs qui les gardent et qui le confondent avec de gentils toutous. C'est d'une tristesse. Le dernier des idiots pourrait lire dans ces fadaises les prétentions de la grenouille qui se veut aussi grosse que le bœuf. Selon la fable, la chétive précoce s'enfla si bien qu'elle creva. En tout cas, le gouvernement reste serein mais vigilant, affiche la Nation qui indique que par la voix de son porte-parole, Wilfried Léandre Ngoubedji, le gouvernement béninois a opposé une réponse mêlant allégorie, démenti formel et mise en garde sécuritaire, tout en refusant toute escalade verbale dans un contexte sous-régional déjà tendu. Pour le porte-parole, cette déclaration relève davantage d'un narratif politique que d'une réalité étayée par des faits. Sans fausse modestie, nous sommes premiers de la classe. Cela ne fait pas que des heureux, a-t-il déclaré, laissant entendre que la trajectoire du Bénin en matière de gouvernance, de stabilité et de réforme peut susciter des frustrations au-delà de ses frontières. Et pendant ce temps, informe Bénin intelligent, le bataillon d'infanterie mécanisée de l'armée nigériane déployé sur la base militaire de Togmé à la suite de la tentative de coup d'État avorté du 7 décembre 2025 a officiellement achevé sa mission. Le contingent fort d'environ 200 militaires avait été sollicité par le président Patrice Talon auprès de son homologue nigérien Bola Ahmed Tinubu par l'entremise de la CEDEAO afin de sécuriser les institutions républicaines et de protéger les populations. Au cours de leur mission, les forces nigérianes ont travaillé aux côtés de la garde républicaine et de l'ensemble de l'armée béninoise, jouant un rôle déterminant pour contenir la crise et garantir la stabilité du pays. L'Assemblée nationale a clos vendredi 30 janvier les travaux de sa deuxième session ordinaire de l'année 2025, encore appelée session budgétaire, renseigne la Nation. Clap de fin pour la deuxième session ordinaire de l'année 2025 de l'Assemblée nationale, ouvert le 31 octobre 2025. Les travaux de l'institution parlementaire ont pris fin le vendredi 30 janvier dernier au Palais des gouverneurs à Porto Novo, conformément aux dispositions des articles 87 de la Constitution et 4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale.
Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a fait le point des 3 mois d'activité essentiellement consacrés aux travaux budgétaires. En effet, complète fraternité, pendant cette période, les députés ont tenu 9 séances plénières et voté 8 lois, dont la loi portant modification de la Constitution du Bénin, 2 lois de finances ordinaires et 3 lois organiques. Plus précisément, il s'agit entre autres de la loi portant révision de la loi du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin, telle que révisée par la loi du 7 novembre 2019, de la loi portant règlement définitif du budget de l'État, gestion 2023, de la loi portant loi de finances, gestion 2026. Cette loi a permis à l'Assemblée nationale de doter le Bénin d'un budget d'un montant de 3 783 784 000 francs CFA. Fraternité nous apprend que le bloc républicain pourrait perdre des communes remportées lors du scrutin du 11 janvier 2026. En effet, l'Union progressiste, le renouveau, a introduit des recours devant la Cour suprême à la suite de la proclamation des résultats définitifs des élections communales. Les requêtes portent sur 5 communes, à savoir Porto Novo, Alada, Zé, Lokossa et à Promisrete, passé sous la gouvernance du bloc républicain, un basculement que le parti conteste au regard des chiffres issus des bureaux de vote. Le journal de conclure en écrivant que la balle est désormais dans le camp de la Cour suprême, appelée à trancher un contentieux aux implications politiques majeures. Dans la suite, parlons du climat des affaires Business Ready 2025 avec l'économiste du Bénin qui écrit que le Bénin fait des avancées notables dans l'UEMOA et la CEDEAO, ce que confirme Décryptage Info sous le titre « Le Bénin en tête dans les espaces UEMOA et CEDEAO ». Fin de la revue de presse. Merci de me retrouver demain.